Bienvenue au Salon Archibat 2013. Le thème choisi, habiter autrement. Une question pertinente, des problèmes réels auxquels un panel de spécialistes va nous répondre, je l'espère, en nous donnant satisfaction. Et nous allons d'abord vous présenter notre panel, à tout seigneur, tout honneur, le président de l'Ordre national des architectes de Côte d'Ivoire. Bonjour, M. Guillaume Kofi. Bonjour, M. Diaby. Oui. Et ici, un urbaniste, en même temps, un aménageur, M. Alexandre Kwame. Bonjour. Bonjour, M. Diaby. Professeur et sociologue, Mme Téné Diabaté Touré. Nous pensons donc que la science dont vous êtes spécialiste a des choses à dire par rapport à la thématique d'habiter autrement. Bonjour, madame. Bonjour, M. Diaby. Environnement, écologie, des nouveaux mots qu'on emploie beaucoup, sont-ils des mots connus en Afrique, mots MOTS. Et Cédric Lombardo, du ciel a pu se rendre compte des difficultés qui se posent à nos forêts, aux eaux de nos pays africains. Et dès lors, il est descendu sur Terre pour essayer de nous informer des rapports et des conséquences sur notre mode de vie, sur notre mode d'habiter, sur notre mode de construire nos villes. Bonjour, M. Lombardo. Monsieur Del, bonsoir. Bien. Monsieur Guillaume Kofi, en votre qualité de président, d'organisateur d'Archibat, du Salon d'Archibat, nous vous dirons d'abord très vite que vous puissiez nous dire ce que c'est que le Salon d'Archibat et que vous puissiez nous dire quel est le rapport entre l'Ordre des architectes et le Salon d'Archibat. Puis nous allons attaquer la question elle-même qui est comment habiter autrement. Le Salon Archibat est né en 2007 dans un contexte, à l'époque, qui n'était pas très évident, dans un contexte socio-économique, je dirais même politique, qui n'était pas évident. Mais nous avons pris le pari de mettre en place une plateforme de discussion pour parler donc des mots de la ville et un espace également donc, où les différents acteurs du cadre bâti et les producteurs de matériaux locaux puissent véritablement s'exprimer et se rencontrer. C'est ainsi qu'est né Archibat et on voit que 3 éditions plus tard, donc la 4e édition cette année, c'est un salon qui a gagné ses lettres de noblesse et qui est devenu un véritable observatoire par rapport au cadre bâti. Bien, merci. Et Alexandre Kwame, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, quelle est la place de ces deux sciences? Ont-elles été ignorées? Ont-elles été impliquées? Et pourquoi sommes-nous allés où nous allons aujourd'hui? Ce que vous allez nous décrire. Non, ces deux sciences, on ne peut pas dire que ces deux sciences ont été ignorées, pas du tout. Je dirais plutôt que ces dernières décennies que ces deux sciences, on peut dire, ont été un peu ignorées dans le développement urbain. Sinon, auparavant, ces deux sciences étaient bien appliquées dans le développement urbain. Mais il faut reconnaître que le thème central de Archibat qui porte sur habiter autrement, ça veut dire qu'on a une situation existante qui n'est pas bien. Et cette situation existante, je crois savoir que porte sur l'étalement urbain. Sur l'étalement urbain, porte aussi sur certaines choses qui se font même dans le tissu existant, etc., etc. Donc ces choses-là, il faut peut-être remédier à cela en revenant à la science de l'urbanisme, à la science de l'aménagement du territoire, pour avoir un cadre de vie meilleur. Bien. Et nous allons nous adresser à la sociologue, puisque c'est la science qui touche à tout. En tout cas, elle touche beaucoup au domaine de l'habitat, de l'urbanisme, n'est-ce pas, et des villes, de nos logements. Et quels sont les points de vue d'un sociologue sur nos expériences en la matière? Merci. Parler de ville sans parler de civilisation urbaine, c'est dire que l'homme n'a jamais été homo faber. Donc construire avant d'échanger. C'est cela. Alors, quand vous parlez de ville, c'est tout à fait une histoire qui accompagne l'environnement de ces sociétés, de ces communautés entières. Et c'est pour cela qu'on parle de civilisation urbaine. Quand nous prenons nos jeunes États, nous parlerons d'abord du rural. Nous avons connaissance, dès le départ de nos indépendances, nous avons vu l'exode rural. Cette population, dans un autre environnement rural, à la recherche du prestige dans la civilisation urbaine. C'est ça l'historique de la ville. La ville attire. Et en attirant, la ville a besoin de se donner tout un privilège. Et lorsque nous prenons l'exemple d'une ville comme Abidjan, depuis les années 48 jusqu'en 52, nous avons eu le premier plan.
d'urbanisme de la ville d'Abidjan. Il y a le plan Badani. Vous avez revenu tout à l'heure, Madame le professeur. Il s'agirait pour nous d'abord de voir nos modes d'habiter et nos conceptions même de l'habitat que nous habitons. Oui, c'est ce que je suis. Vous avez dit que c'est la science qui touche à tout. Nous allons y arriver. Oui. C'est-à-dire que nous cherchons, en dehors du cadre universitaire et épistémologique, donc, chercher à être beaucoup plus concret pour donner des éléments qui puissent être observables par le grand public. Afin que, effectivement, le but d'une telle émission, c'est aider à changer nos manières de penser, nos manières de concevoir notre habitat et notre environnement. Et Cédric Lombardo, je vais venir à vous tout de suite, est environnementaliste, je suppose que c'est ce que vous êtes devenu, après avoir été formé au droit et aux finances, en train de vendre de l'espace dans le ciel. Vous avez vu du haut les terres et les pays africains et quelque chose vous a préoccupé. Est-ce que des images alarmantes sont apparues dans votre pupitre depuis là-haut? Ben, en fait, lorsque vous travaillez avec des images de prise par satellite, puisque c'est ce que vous expliquez, si on fait une série chronologique des images de la Côte d'Ivoire 1950, donc des prises de vue aériennes, après vous avez des images satellites qui se mettent en place et vous allez voir une gigantesque araignée qui est en train de se développer sur le sud de la Côte d'Ivoire, c'est la ville d'Abidjan, et elle est en train d'absorber tout ce qu'elle a comme ressources autour d'elle. Et la véritable question, c'est à chaque fois qu'elle grandit, vous avez une masse humaine qui augmente, cette masse humaine a besoin de ressources. Moi, je me rappelle de la Côte d'Ivoire dans les années 80 où on avait une fluidité de transport, on avait une sécurité de vie dans la ville d'Abidjan. Et je pense qu'aujourd'hui, habiter autrement, c'est une obligation. Je pense que chaque personne qui se déplace le matin à Abidjan doit souhaiter qu'Abidjan change. Et le plus important, c'est que si on voit l'évolution d'Abidjan de 1960 jusqu'à nos jours, il faut maintenant se prolonger dans 15-20 ans à venir. Mais quel est le rapport entre l'environnement, justement, et la ville et l'habitat? Quelle est la pertinence de ce rapport? Une ville ne produit pas. Elle ne produit pas de nourriture, elle ne produit pas, entre guillemets, d'énergie, elle ne produit rien, elle est essentiellement une consommatrice. Et vous avez énormément de personnes qui habitent à l'intérieur. Donc la première chose qu'elle va consommer, ce sont les ressources en terre. Est-ce qu'on va construire Abidjan en s'éloignant? Est-ce qu'on va absorber Grand Bassam? Est-ce qu'on va absorber Bingerville? Ou est-ce qu'on va plutôt au contraire partir en hauteur pour avoir plus de personnes? Deuxièmement, est-ce que nous avons suffisamment de ressources d'eau en termes de nappe phréatique? Est-ce que nous aménageons correctement nos espaces verts? Est-ce que nous avons des arbres, des espaces forestiers, plusieurs forêts du Banco pour absorber toute la pollution que nous avons? Donc en fait, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est comment parvenir à trouver un point d'équilibre entre la prédation de l'homme sur son environnement et sa capacité à vivre en société, à l'intérieur de la ville, de manière harmonieuse et sereine. Bien. Monsieur Guillaume Kofi, et dans l'ordre des architectes, vous êtes tous des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, des spécialistes de la ville, du logement, du cadre bâti. Et alors, pourquoi vous êtes arrivé à nous poser cette question d'habiter autrement? Quelle est la vraie nature de notre mode d'habiter? Et ensuite, peut-on parler d'un seul mode d'habiter? Est-ce que les modes d'habiter sont-ils fonction des couches sociales? Est-ce qu'ils sont fonction des moyens économiques et financiers? Est-ce qu'ils sont fonction de nos statuts dans la société? Et est-ce qu'ils sont fonction finalement des communes, des quartiers, et ainsi de suite? Chaque citoyen a le droit d'avoir un habitat qui corresponde à son statut et à ses moyens. Et il appartient à l'État de réguler tout cela. Dans les années passées, et depuis son désengagement, donc à partir des années 80, on a vu effectivement cette politique du laisser-faire et du fait accompli envahir complètement donc, la ville d'Abidjan. M. Lombardo parlait à juste titre tout à l'heure de cette araignée qui est en train donc, de se déployer sur le sud donc, de la Côte d'Ivoire et les nouveaux quartiers qui se créent, qui se font, parce que la ville va beaucoup plus vite que ce que peuvent en penser même donc, ceux qui en ont la responsabilité. C'est un véritable organe vivant et justement cet étalement se fait sans véritable rattachement au tissu urbain. Habiter autrement, qu'est-ce que c'est véritablement? Traditionnellement, on habitait dans des villages, comme le disait donc, Madame la sociologue tout à l'heure. Et dans les villages, c'est un habitat de cour qui s'est retransposé effectivement dans les villes avec les quartiers dits traditionnels à l'époque, qui étaient Treichville et Adjamé, donc à l'époque coloniale, où on a reproduit cet habitat de cour commune, où on avait un certain nombre de familles qui y vivaient. Par la suite, dans les années 70, avec la prospérité de la Côte d'Ivoire, on a vu effectivement un nouvel habitat
avec les premiers grands ensembles sociaux, avec les 220 logements, avec donc, le quartier de Saint-Jean à Cocody, la Suxy et ainsi de suite, qui étaient des quartiers où, déjà à l'époque, on arrivait à avoir une certaine mixité sociale avec effectivement donc, un habitat qui était varié. On avait de l'habitat en hauteur, avec des bâtiments donc, de 3-4 étages. On avait des habitats donc, individuels et puis on avait par la suite, un peu plus loin, donc, un habitat un peu plus bourgeois et un peu plus cossu. Mais tout cela fonctionnait relativement bien. Et quand l'État s'est désengagé, là, effectivement, donc, les promoteurs privés n'ont pas su véritablement maîtriser la ville. Et puis on a vu effectivement donc, cette anarchie que nous subissons tous, que nous déplorons. Et donc il s'agit maintenant d'arrêter cela et de pouvoir avoir de nouveaux réflexes pour pouvoir vivre autrement. Alexandre Kwame, l'urbaniste, le planificateur, l'aménageur, était-il présent lors du désengagement de l'État? Était-il présent lors de l'engagement de l'État et quel a été son rôle? Quand on parle de désengagement de l'État, il faut dire que le désengagement de l'État, c'était au niveau de la production de l'habitat, c'est-à-dire au niveau de la production de logement. Mais un État ne peut pas se désengager de la production, disons, de la planification urbaine. Ce n'est pas possible. La planification urbaine est au niveau central. C'est-à-dire que vous êtes dans un système, soit l'État qui fait ses plans d'urbanisme directeur, c'est l'État qui oriente l'évolution de la ville. Ce n'est pas le citoyen simple ou bien un producteur de logement qui oriente la ville. La question que nous nous posons, s'il vous plaît, c'est que l'État, c'est l'idéal, ce que l'État devrait faire. Mais il se trouve que de notre expérience de citadins de la ville d'Abidjan, par exemple, nous avons constaté qu'effectivement, l'habitat tout aussi privé que public, l'État jouait son rôle à la fois régalien, de planificateur et d'aménageur. Mais seulement, il se trouve que depuis quelques décennies, l'État est absent. Et cette absence aussi est-elle celle de l'urbaniste et de l'aménageur et du planificateur? À moins que vous ayez travaillé sur papier et qu'on ne vous ait pas vu sur le terrain. Ah oui, peut-être, c'est ce que j'allais dire. Puisque l'État central met à la disposition des décideurs, des gestionnaires de l'espace, des documents de planification urbaine, notamment des plans d'urbanisme directeur ou des schémas d'urbanisme directeur. Ce sont ces schémas qui devaient être appliqués sur le terrain. Malheureusement, comme le président de l'Ordre l'a dit, il y a eu certes des engagements en matière de production de l'habitat et parallèlement à ça, il y a eu aussi absence de regard sur le développement urbain, la non-application des plans d'urbanisme directeurs. C'est ce qui provoque ce qu'on voit aujourd'hui. Sinon, en parlant des aménageurs fonciers ou bien des producteurs de l'habitat, on ne peut pas produire de l'habitat hors plan d'urbanisme directeur. Mais c'est ce qu'on a constaté. Mais je dis que c'est l'État qui a été absent, mais pas désengagé. L'État ne peut pas se désengager. Très bien. Il a été absent. Je vais donc passer au professeur Touré. Vous allez devoir nous dire quelles ont été les conséquences à la fois de l'engagement de l'État dans les premières périodes de nos indépendances et ensuite l'État qui se désengage pour des raisons auxquelles nous espérons avoir des réponses. Quand l'État se désengage et comment cela affecte-t-il la culture urbaine selon les communes, selon les quartiers? Habiter autrement, c'est notre thème de réflexion. C'est-à-dire que nous habitions autrement avant. Et lorsque vous parlez de l'engagement de l'État, justement, cela fait un clin d'œil à cet engagement de l'État. Qu'avait fait l'État à son temps? Je vais aller tout doucement, mais je vais repréciser avec cette histoire de l'engagement de l'État. Nous avons eu d'abord la SOGEFIA. Mais la SOGEFIA ne tombait pas comme ça en 1963. La SOGEFIA était une création déjà depuis les années 54, à travers une structure qu'on a appelée Habitat rural africain, que le président Houphouët-Boigny, à l'époque membre de l'Assemblée française, avait conçu. Et dès que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance, la SOGEFIA a été créée. Et de la SOGEFIA, il y a eu une structure qui a été mise en place. C'était une structure, l'OSHE, je pense que les architectes savent ce que c'est, l'Office de soutien de l'habitat économique, qui a pu donner ses fruits dans l'habitat rural. Et cet office a soutenu l'habitat rural. Vous parlez de culture, mais justement, c'est de cette culture-là qu'il s'agit. De la SOGEFIA, nous avons vu fleurir aussi l'habitat, je dirais, urbain. Depuis l'habitat évolutif, et c'est pour cela tout à l'heure, je parlais de la petite résidence
Habitat qui était la petite résidence de l'époque, et que le plan Badani devait en faire, avec le percement du canal de Vridi, en faire une ville industrielle et une ville économique. Et vous voyez que tout ceci se situe dans les plans. Et c'est cela l'humanisation de la ville. L'État s'était engagé à l'époque pour faire de la ville, pour donner un visage humain à la ville, aussi bien dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Je ne vais pas revenir sur cet aspect. Et nous continuons comme cela avec le plan Badani, le plan CETAP, avec, depuis les indépendances, avec les plans d'aménagement. Et tout ceci était pris en compte. Quand vous prenez le premier plan, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des erreurs. Le second plan n'a pas pris ces erreurs en compte. Le second plan a corrigé ces erreurs. Et c'est ce qu'il faut voir. C'est pour ça que le désengagement de l'État pose un problème véritable. Monsieur Kwame a posé tout à l'heure la problématique de la planification urbaine. Mais effectivement, nous étions à l'époque très jeunes, lorsque nous allions pour les plans d'urbanisme directeurs de ville, mais nous le faisions avec les populations. Vous aviez d'abord les enquêtes socio-économiques, l'urbaniste est là, l'architecte est là, c'est un débat public. Et souvent, vous alliez avec les populations pour que les populations puissent vous indiquer où sera placé leur cimetière, si c'est à l'est ou à l'ouest. Et c'est cela le dialogue social en son temps. Et parler de culture, effectivement, il y avait une culture de dialogue entre les différentes parties prenantes de la ville. Et je crois que c'est cela qu'il faut retenir dans le cadre de l'engagement de l'État. Aujourd'hui, bien entendu, il faut faire appel justement au fait d'habiter autrement, avec la mixité sociale, qui est aussi une solution, une mixité qui fait appel à une ville où toutes les catégories sociales se retrouvent sur un espace donné, malgré leur diversité culturelle. La ville africaine coloniale, puis celle des 2 premières décennies de nos indépendances, est une ville où l'arbre fait partie de l'urbanisation de l'architecture globale. Et nous voyons que depuis au moins 20 ans, l'arbre a disparu, remplacé par des petites plantes, par des petites fleurs et par du gazon dans le meilleur des cas. Et nous avons très très chaud apparemment. Est-ce que cela a d'autres types de conséquences que vous pourriez décrire pour nous, s'il vous plaît, M. Lombardo? La première conséquence, vous l'avez dite, et je pense que nos parents planteurs sont les premiers à vous montrer l'évidence. Quand vous allez en forêt, il fait frais, il ne fait pas chaud. Vous êtes à l'ombre, vous vous déplacez avec aisance et avec confort. Quand vous vivez à Abidjan, vous vivez dans la chaleur. Donc la première question, c'est que l'arbre est là pour réguler un petit peu la température que nous avons dans la ville, nous apporter de l'ombre, nous maintenir un petit peu l'humidité, que la ville soit quand même plus agréable. La deuxième chose, quand vous marchez dans cette forêt, vous allez respirer avec aisance. Quand vous marchez dans Abidjan ou quand vous voyagez dans Abidjan, vous êtes étouffé par la pollution que vous respirez. Donc, il faut simplement arriver à comprendre que dans une forêt, vous avez un écosystème, et nous sommes nous-mêmes les membres d'un écosystème dans la ville. Vous avez un écosystème, et le plus important, c'est de nous garantir une bonne température et une qualité de vie assez intéressante. Chaque fois que vous allez couper un arbre, vous allez atténuer la qualité de vie dans la ville. Vous devez observer aujourd'hui que quand on parle d'augmentation des températures à cause du changement climatique, vous avez dans les une différence de 1 degré de hausse de température entre les villes et le monde rural. Parce que les villes sont devenues de plus en plus chaudes, vous avez de plus en plus de personnes. Si vous nous enlevez nos arbres, vous nous enlevez notre protection contre la chaleur et vous nous enlevez des instruments qui vont permettre de réguler l'humidité dans la cité. Donc l'arbre est de plus en plus important. Faites un exemple très simple, allez au Ghana, regardez la ville d'Accra, qui est une ville arborée, regardez Abidjan aujourd'hui, vous avez 2 conforts de vie complètement différents. Et la nappe phréatique, c'est-à-dire l'eau que nous buvons à Abidjan, nous vient du sol, de la terre. Est-ce que cette eau est en danger? Oui, parce que la nappe phréatique, pour faire simple, c'est comme si on était dans un village et qu'on avait un puits, qu'on pouvait accéder à l'eau. On est de plus en plus nombreux sur Abidjan. Les nappes phréatiques d'Abidjan sont devenues insuffisantes par rapport à la population. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons besoin d'eau. Maintenant se pose une question importante, c'est comment empêcher la pollution de nos nappes phréatiques? Première question. Et la deuxième, c'est comment garantir que nous disposions dans l'avenir de nappes phréatiques de secours. Avec l'absence des arbres, y a-t-il un autre type de pollution dont nous souffrons? Ah oui, prenez un exemple simple. Si vous avez des amis qui habitent le long du boulevard Latrille, vous allez simplement passer le doigt sur la fenêtre extérieure de ces personnes-là, vous regardez votre doigt, il sera extrêmement sale. Parce que vous avez toutes les suies, toutes les pollutions qui viennent des pots d'échappement, vous avez tout ce qu'on rejette dans l'atmosphère, tout ceci se retrouve sur les vitres, mais se retrouve aussi dans vos poumons. Et à l'heure actuelle, on a une difficulté sur le continent africain, c'est qu'on ne mesure pas avec précision le taux de pollution. La chance qu'on a dans les pays dits développés, c'est que vous avez des instruments de mesure qui vous donnent des alertes. Attention, vous dépensez trop, vous avez trop de pollution qui se met en place.
Nous n'avons pas ces instruments aujourd'hui. Nous pivotons et nous naviguons à l'aveugle dans les questions de la pollution. Et alors, les architectes vont devoir nous dire donc comment est-ce que nous devrions habiter autrement, puisque à l'extérieur, si nous faisons un rapport entre notre habitat et donc notre environnement, il se trouve que nous avons des problèmes. Est-ce que l'architecte prévoit justement aujourd'hui de construire autrement afin que nous puissions habiter autrement de façon qualitative? Déjà, il faut revoir la structuration de la ville et la restructuration de nos quartiers. Cela veut dire que dans un quartier aujourd'hui, il faut apporter donc effectivement donc du tertiaire, il faut avoir de l'habitat, qu'il soit collectif et individuel. On peut le mixer également, et c'est l'essence même de notre métier d'architecte. Et il faut avoir également donc des lieux de loisirs. Par la suite, il faut voir au niveau même de l'habitat, comment est-ce qu'il est constitué. Comme on l'a dit, habiter autrement, pour nous, c'est déjà habiter collectif. C'est habiter également dense. On parle de densification parce qu'il faut que nous commencions à densifier sur les tissus urbains. Densifier, ça veut dire commencer à construire en hauteur. Mais cela ne doit pas se faire de façon anarchique. Cela doit se faire de façon concertée, effectivement, donc avec les pouvoirs publics, les collectivités locales, les professionnels que nous sommes, architectes, urbanistes, géomètres, mais également avec les populations. Il est impératif que nous engagions justement donc le dialogue avec les populations, de sorte que nous soyons le porte-crayon donc de leur projet de ville. C'est important. Nous devons également donc habiter écologique. Ce n'est pas un mot savant, ce n'est pas quelque chose de bien compliqué, mais habiter écologique, c'est avoir un habitat, effectivement, qui ne soit pas énergivore, donc qui économise donc, de l'électricité, avant d'arriver à des solutions compliquées donc, de panneaux solaires qui à l'investissement coûtent de l'argent. Nous pouvons avoir des solutions passives, de sorte à pouvoir concevoir des habitats qui soient ventilés et éclairés naturellement, avec de grands débords de toiture, qui préservent bien sûr donc les murs et les ouvertures donc des intempéries, pour assurer effectivement donc une régulation au niveau de la température. Et puis habiter écologique, c'est construire également avec des matériaux qu'on trouve sur place. Si nous sommes en zone de forêt, il va bien falloir que nous regardions au niveau de notre environnement pour pouvoir construire avec du bois, privilégier donc le bois, privilégier donc les matériaux que nous trouvons sur place. Si nous construisons dans le nord, on peut construire en terre, si on en trouve sur place, de sorte à éviter de grands transports également, donc au niveau des matériaux de construction qui coûtent de l'argent. Habiter écologique, c'est également penser aux générations futures, parce que nous construisons pour nous aujourd'hui, mais il faut penser demain, qu'est-ce qu'en feront donc nos enfants. Donc, pour nous, habiter autrement, c'est tout cela à la fois. Donc c'est un vaste programme, mais nous sommes là en tant que spécialistes pour pouvoir y répondre. Merci, M. Guillaume Kofi. L'habitat, le logement, c'est aussi affecté par l'environnement, les arbres, le paysage. Il se trouve donc aussi que pour les architectes, il faut des matériaux qui ne sont pas finalement de nouveaux matériaux, mais plutôt des matériaux que nous connaissons, mais que nous regardons du haut comme étant des matériaux du pauvre. Il se trouve ici que l'architecte Doucouré et Yolande est en train de faire l'expérience de matériaux de type ancien, c'est-à-dire la terre, mais qui est si bien faite qu'au bout du compte, on se demanderait si se passe là l'une des solutions pour l'habitat nouveau et habiter autrement. Yolande Doucouré, pourriez-vous nous parler de votre expérience? Effectivement, comme l'a dit M. Kofi Guillaume, président de l'Ordre des architectes, on utilise les matériaux locaux. La terre existe partout en Côte d'Ivoire. Un matériau simple, qui se met à la mise en œuvre est très simple. Effectivement, au départ, nos parents vivaient dans des cases ou des logements en terre. Et si on regarde les mosquées d'Odjéné et Samatidila, ça a tenu depuis des années. On a dévalorisé la terre au moment de l'industrialisation en disant qu'il fallait faire des agglos de ciment. Maintenant, comment refaire comprendre aux gens qu'on est mieux dans la terre au niveau hygrométrique, au niveau thermique et tout. Donc, c'est pour ça que nous avons fait l'expérience de faire ce logement témoin pour montrer aux gens qu'on peut habiter dans la terre bien, confortablement, qu'on est ventilé et que c'est une réalisation en 6 semaines avec des briques compressées à froid. Nous montons une maison. La main-d'œuvre est là. La terre est disponible à tout moment et on construit un logement correct et on y vit bien, sans problème. C'est une technologie abordable. Abordable à tout le monde. On n'a pas besoin d'ouvriers spécialisés.
Les gens sont là, la main-d'œuvre est locale, la terre est là. Donc en 6 semaines, on monte une maison. Merci Yolanda Doucouré. Et de façon intéressante, aux États-Unis d'Amérique, les maisons les plus chères sont les maisons faites de ces types de briques, les brownstone comme on dit aux États-Unis, et en Afrique du Sud, les stock briques.